Alors, en récapitulatif de ce qu'on a vu sur les sinusoïdes, eh bien l'écriture générale d'une sinusoïde, que je vais noter U de t par exemple, comme si c'était une tension, eh bien c'est égal à la valeur crête de cette sinusoïde, que multiplie cosinus de pi ft, f étant la fréquence de la sinusoïde, plus un retard, ou une avance d'ailleurs, qu'on appelle le déphasage ici, qui vaut plus phi, ou voilà, qu'on va noter plus phi. Donc typiquement, on a vu que si phi vaut moins pi sur 2, ça la retarde d'un quart de période. Si phi vaut plus pi sur 2, ça va avancer la sinusoïde d'un quart de période. Voilà. Je profite de l'occasion aussi que quand vous avez une sinusoïde, un cosinus tout bête comme ça, ou plutôt une fonction qui est exprimée à l'aide d'un sinus, quand vous avez u de t par exemple, comme on a vu précédemment, qui était de la forme u crête fois sinus de pi ft. Voilà, et bien si vous comparez le graphe d'une courbe en sinus avec le graphe d'une courbe en cosinus, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et bien la courbe en sinus, c'est la courbe en cosinus retardée d'un quart de période. Donc en fait, une courbe, une fonction sinusoïdale exprimée à l'aide d'un sinus, ça peut toujours se transformer en une expression avec un cosinus. C'est exactement la même chose. Donc on met 2 pi ft, et je décale, je retarde le cosinus d'un quart de période, et en fait ça permet de retomber sur la fonction sinus. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse, et qui montre que d'ailleurs pour exprimer une tension sinusoïdale, une fonction sinusoïdale, on peut utiliser soit la fonction cosinus, soit la fonction sinus. Mais nous, le choix ici dans ce cours, c'est de privilégier la fonction cosinus. Voilà. Mais d'autres auteurs peuvent utiliser la fonction sinus. C'est pas gênant, mathématiquement c'est équivalent. Alors ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand on donne la valeur d'une tension sinusoïdale, eh bien on ne donne pas sa valeur crête, on donne une autre grandeur qui s'appelle la valeur efficace. Typiquement dans les prises que vous avez dans votre maison, vous savez que vous avez du 230 volts, et en fait ce 230 volts ne correspond pas à la valeur crête, mais à la valeur efficace de la sinusoïde. Alors c'est quoi cette valeur efficace? Eh bien cette valeur efficace est reliée à la valeur crête par une relation qui dit que la valeur efficace, eh bien c'est la valeur crête divisée par racine de 2. On peut aussi retourner dans l'autre sens, c'est-à-dire que la valeur crête d'une sinusoïde, eh bien c'est sa valeur efficace que multiplie racine de 2. Donc quand on veut écrire une sinusoïde à partir de sa valeur efficace, eh bien on écrira u de t égale u efficace fois racine de 2 cosinus de pi f t. Voilà. Et typiquement on va faire un calcul, là si je rentre ici 230 volts, qui est la valeur de la tension qu'il y a dans les prises de la maison, et bien on fait 230 fois 2 radical, racine de 2, ça fait 325 volts. Voilà, les sinusoïdes qu'il y a dans les prises, en fait, la tension crête, c'est 325 volts et non pas 230, comme on pourrait le croire au premier abord. Voilà, et j'ai oublié quoi ici? J'ai oublié le plus phi qui est le décalage, là. Il peut y avoir un décalage dans le temps qui fait que la sinusoïde ne prend pas son maximum pour t égale 0. Alors l'expression là que j'encadre, eh bien, c'est la manière absolument générale d'exprimer une sinusoïde à l'aide d'une fonction cosinus. Et je rappelle, on pourrait le faire avec une fonction sinus, mais là, on utilise la fonction cosinus. Voilà. Alors je vais en dire un petit peu plus sur cette valeur efficace qui est parachutée quand même. Donc quand on décrit une sinusoïde à 230 volts, par exemple, comme ça, eh bien, donc c'est une sinusoïde qui oscille au cours du temps. La sinusoïde des prises, elle fait des oscillations comme ça, elle en fait 50 par seconde. Et sur la crête, ici, il y a 325 volts. Et qu'est-ce que ça veut dire que la valeur efficace de cette sinusoïde vaut 230 volts? Eh bien, ça veut dire que si vous appliquez cette sinusoïde aux bornes d'une résistance, donc je ne sais pas, la résistance d'un four électrique ou d'une bouilloire ou je ne sais quoi, eh bien, cette résistance va chauffer de la même manière que si vous appliquez une tension constante ou continue, toujours égale à 230 volts. Voilà. Donc la valeur efficace d'une sinusoïde, c'est la valeur de la tension continue qui va faire chauffer une résistance de la même manière que si elle était alimentée par cette sinusoïde. C'est vraiment la définition de la valeur efficace. Et le fait qu'on divise par racine de 2 ou qu'on multiplie par racine de 2 pour obtenir la valeur crête, c'est une conséquence directe de cette définition. Ça passe par un calcul que je ne vais pas faire ici, donc je vous demande de la mettre. Voilà. Donc typiquement, si que vous branchiez votre résistance sur ce signal, donc
qui des fois vaut 325, des fois vaut 0, des fois vaut moins 325, etc. Ça va faire chauffer en moyenne votre résistance de la même manière que si vous appliquez 230 volts continu au bord de votre résistance. Voilà, 230 volts, ça se situerait par là, ce serait une tension constante, tout le temps égale à 230 volts. Je dessine ici. Mais ça fera chauffer la résistance de la même manière que cette tension qui ondule. Voilà pour la définition de la valeur efficace. Voilà, on va enchaîner maintenant avec le paragraphe 8.2 qui indique comment on fait pour obtenir la puissance en régime sinusoïdal. Alors après avoir vu les sinusoïdes et la manière de les exprimer mathématiquement, bien maintenant, paragraphe 8.2, on va s'intéresser à la puissance en régime sinusoïdal. Alors ça veut dire quoi qu'on est en régime sinusoïdal? Ben, ça veut dire qu'on est dans des circuits dans lesquels les courants et les tensions sont de forme sinusoïdale. Donc décrits avec les formules qu'on a vues juste avant. Alors en quoi ça va être particulier les puissances en régime sinusoïdal? Alors on va le faire comme ça. On va prendre un dipôle, je sais pas, ce rectangle ça désigne un moteur, une résistance ou quoi que ce soit. Et on va dire qu'il y a une tension à ces bornes qu'on applique, qu'on va appeler U de t, puisqu'elle va être sinusoïdale, elle va dépendre du temps, et elle s'écrira de la forme U efficace racine de 2 cosinus 2 pi ft. Alors, je vais écrire 2 pi ft, hein, mais je ne l'ai pas dit la dernière fois. Voilà, plus phi u. Voilà, ça c'est l'écriture générale. Alors pour alléger l'écriture, il y a une chose qu'on peut faire, c'est compacter le 2 pi f et on note ça petit oméga. Voilà, on appelle ça la pulsation. Mais c'est juste, on peut le voir comme une écriture condensée de 2 pi f et comme ça on écrit simplement cosinus oméga t. Alors si le dipôle que j'ai mis ici, il est linéaire, alors linéaire il y a une grosse définition mathématique derrière, mais là, peu importe, vous admettez que les moteurs et les inductances et tout un tas de choses sont des dipôles linéaires, et bien le courant qui va traverser ce dipôle, que je vais appeler I de t comme ça, voilà. Donc c'est le même courant qui rentre par ici que celui qui ressort ici, hein, c'est le même, et bien il va être sinusoïdal déjà. Voilà, si on met une tension sinusoïdale et que le dipôle est linéaire, le courant sera sinusoïdal, et en plus il aura la même fréquence, très important. Donc il sera de la forme, eh bien, IF fois racine de 2 cosinus oméga t, donc cette fois j'écris directement oméga t, plus phi i. Par contre, voilà, il ne sera pas forcément en phase avec U de t, c'est-à-dire que U et I de t, c'est des sinusoïdes hein, qui ondulent, elles ne vont pas forcément prendre leur maximum en même temps. Voilà, ça c'est très important. Et quand on veut calculer la puissance reçue par ce dipôle, hein, eh bien on fait P égale UI, la formule qu'on a vue au début, donc on va écrire P égale UI, mais je vais mettre P de t, puisque cette fois P va dépendre du temps. Et ça va être égal donc à U de t fois I de t, comme ça. J'ai une petite i, on met petit i. Et U, donc comme U et I sont sinusoïdaux, eh bien ils dépendent du temps, P dépend du temps. Donc le débit de l'énergie dépend du temps. Et donc on va remplacer par ce qui est au-dessus. Donc je vais faire U fois I. Alors je vais essayer de regrouper un peu les termes comme ça. Donc ça va nous faire le U, ça fait UF racine de 2 cosinus, etc. Allez, je vais essayer de prendre un peu d'avance. Quand je vais multiplier ça par ça, ça va faire quoi? Ça va faire que le UF va se multiplier par le IF. Le racine de 2 fois le racine de 2, ça va faire 2. Et ensuite, on a les deux cosinus qui se multiplient. Donc ça va faire le racine de 2 fois le racine de 2, ça fait 2. Le U efficace fois le I efficace qui se multiplie fois les deux cosinus. Donc on va avoir cosinus oméga t plus phi u fois cosinus oméga t plus phi i. Voilà. Et en fait, cette puissance, donc ce débit de l'énergie qui ondule, hein, c'est-à-dire qui est fluctuant, eh bien ce qui va nous intéresser, c'est sa valeur moyenne. Et donc il faut calculer la valeur moyenne de ça, et là pour le moment c'est pas du tout pratique de faire la valeur moyenne de 2 cosinus comme ça. Mais heureusement il y a une formule de Trigo qui permet de transformer la multiplication de 2 cosinus en une somme de 2 cosinus. Alors je vais vous rappeler cette formule, ou plutôt je vais vous dire d'où elle vient. Donc dans les formules de Trigo basiques que tout le monde doit savoir, il y a cos A plus B égale
cos A fois cos B moins sinus A sinus B. Et si on écrit cette même formule, au lieu de mettre A plus B, si on met A moins B, eh bien ça fait cos A cos B plus sinus de A sinus de B. Voilà. Et ensuite, l'astuce consiste à faire l'addition de ces deux égalités, c'est-à-dire qu'ici on obtient cosinus A plus B plus cosinus A moins B égale. Et ici, eh bien, les sinus, là, il y a plus et moins, donc ça va s'annuler, et il va rester que les produits de cosinus. Donc ça va faire 2 cos A cos B. Voilà. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le produit de cosinus, il est là, et la somme de cosinus, elle est là. Ça tombe bien, notre produit de cosinus, il y a un 2 devant. Alors nous, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va décréter que ça c'est le A qui est au-dessus, voilà, celui-là. Et ça, on va dire que c'est B. Et ensuite, j'applique cette formule, c'est-à-dire que le cos A cos B fois le 2, ici, je le remplace par cos A plus B fois cos A moins B. Et donc, qu'est-ce qui va me rester? UF fois IF que multiplie. Donc, je vais remplacer finalement mon produit de cosinus par une somme, mais attention, je vais faire cos A plus B. Alors, j'ouvre, comme c'est une somme, hein, il faut que j'ouvre un crochet. Alors, cos A plus B, A plus B, ça va faire cos oméga t plus phi u plus oméga t plus phi i. Donc, d'oméga t, je vais en avoir deux fois. D'oméga t plus phi u plus phi i plus. Et maintenant, je vais faire cos A moins B. Donc, A moins B, ça va faire oméga t plus phi u moins oméga t plus phi i. Et bien ici, il va rester, les oméga t s'en vont, et il va rester juste phi u moins phi i. Voilà. Et ça, c'est la puissance instantanée, c'est-à-dire le débit de l'énergie. Et là, maintenant, je vais essayer de déduire le débit moyen de l'énergie à partir de cette formule. Et on va juste regarder ce qui se passe, le débit moyen. Et bien, dans cette formule, on a, ça c'est une constante, hein, donc ça ne gêne pas. On a ça qui est une sinusoïde, multipliée par UF et IF, c'est une sinusoïde. Et on voit que, donc, qui dépend du temps, hein, donc ça ondule. Et ça ondule à une fréquence qui n'est pas à la fréquence de départ, mais à 2 fois la fréquence de départ. Donc c'est une sinusoïde qui ondule 2 fois plus vite, celle-là. Voilà. Et c'est une sinusoïde, et bien c'est quoi si je la trace, la sinusoïde? Je vais la mettre là, au sommet du tableau, mais on l'a déjà fait 50 fois, mais je vais quand même la retracer. Vous avez le temps, et une sinusoïde, eh bien ça ressemble à ça. Et en fait, une sinusoïde, c'est autant en haut que c'est en bas. Donc la valeur moyenne de cette sinusoïde, ça va être 0. Par contre, si on regarde ici, dans ce cosinus, les oméga t se sont en allés, et là, il n'y a plus le temps. Donc en fait, ce cosinus-là ne dépend plus du temps, il n'ondule pas du tout. En fait, c'est une constante, ce truc-là, puisque phi u et phi i sont des constantes. Voilà. Donc en fait, quand on va faire la moyenne de cette puissance-là, qui est la somme d'une puissance qui ondule plus une puissance qui est constante, eh bien, ça va faire la somme des moyennes, et la somme de la puissance qui ondule, ça fera 0, et la somme de la puissance qui est constante, eh bien, elle sera égale à sa constante. Donc de ça, on va en déduire quoi? Je fasse quoi? Il faut de la place de toute façon. Je vais effacer ça, voilà. On va effacer. Ça, on a vu. Et là, tant pis, on remonte d'un cran. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien que la puissance moyenne, alors je mets moyenne pour bien vous compreniez que c'est le débit moyen de l'énergie, là. Mais après, on notera ça P tout court, on appellera ça la puissance active. Eh bien, c'est le produit de UF fois IF fois le cosinus de phi u moins phi i. Et ça, c'est la formule fondamentale. Alors, je vais l'encadrer déjà, celle-ci. Alors, je vous laisse le P moyen encadré, puisque il faut bien comprendre que c'est une valeur moyenne de puissance. Et ensuite, on l'écrit de manière un peu plus abrégée, cette formule. Donc phi u moins phi i, c'est le déphasage entre, on peut dire que c'est le déphasage de la tension par rapport au courant. Voilà, on peut le voir comme ça. Et on aurait pu mettre, dans cette formule, on aurait pu mettre phi i moins phi u ou phi u moins phi i, parce qu'en fait, dans un cosinus, le signe de ce qui est à l'intérieur n'impacte pas le résultat du cosinus. Voilà, la fonction cosinus, c'est une fonction paire.
Mais en général, on l'écrit comme ça, voilà. Et en fait, donc, en écriture compacte, eh bien après, ce truc-là, on le notera simplement phi. On dira que c'est phi. Et c'est sous-entendu déphasage de la tension par rapport au courant. Et puis les valeurs efficaces de tension et de courant, ben, comme voilà, on a un peu la flemme d'écrire F à chaque fois pour préciser que c'est la valeur efficace, ben, généralement on note U et I en majuscule. Donc en fait on retient cette formule-là qui dit que P égale UI cos phi. Voilà. Donc ça c'est la formule que vous connaissiez peut-être déjà et que tout le monde retient. Donc il faut bien savoir ce qu'il y a derrière. U et I sont les valeurs efficaces de courant et de tension, et phi c'est le déphasage entre de la tension par rapport au courant. Et cos phi, ça porte un nom aussi, on appelle ça le facteur de puissance. Il y en a qui le notent FP aussi, mais bon, généralement on dit cos phi aussi. Hein. Voilà. Mais il y en a certains qui peuvent l'appeler FP. Voilà, sur les wattmètres qui étaient utilisés en TP, qui sont utilisés en TP, à un moment, il y a ça. Alors c'est pas FP, sur le wattmètre c'est PF, parce que les Anglais disent power factor et non pas facteur de puissance. Voilà, donc ça c'est une formule très très importante. Donc maintenant que vous savez à peu près décrire des sinusoïdes et puis que vous savez calculer les puissances moyennes mises en jeu quand on a un régime sinusoïdal, eh bien on va aborder maintenant le réseau triphasé. Oui, le réseau triphasé, ou les sinusoïdes triphasés.